Bonjour à tous, chers tweeters, Twitter, YouTubers, YouTubers et maintenant Facebookeuses, Facebookers. Bienvenue dans notre numéro 10 déjà de Allô la NUPES. Bonsoir Christine. Bonsoir Mathias, bonsoir Maxime. C'est chouette de vous retrouver. On devrait commencer par toi aujourd'hui. On a un programme très militant, en plus collé à l'actualité. On devrait commencer par toi, Maxime. Si ton son marche bien, on verra ça tout à l'heure. Et on va parler bien entendu des retraites à la veille de cette journée de mobilisation générale en France, de mise à l'arrêt du pays. On espère le plus fort possible. Mais cette fois-ci, des retraites pour les Français de l'étranger, parce qu'on avait déjà parlé une fois de la réforme en général. C'est toi, Maxime, qui nous l'avait présenté. Et cette fois-ci, ça va être plus l'aspect des Français qui concerne les Français de l'étranger. Ça, c'est pour une première partie. Ensuite, nous sommes à la veille de l'arrêt du pays de la France, donc pas celui où on est, mais également à l'avant-veille de la Journée internationale de la femme aussi, pour le droit des femmes, donc le 8 mars. Donc, nous verrons aussi un peu quelques actualités de la circonscription qui concernent cette journée. Et puis également, ce sera l'occasion de faire notre chronique culture sur ce thème-là, avec Avril qui nous rejoindra dans quelques instants. Et puis ensuite viendra une autre actualité dans notre circuit, chez toi, Christine. Oui. Il s'agit donc de la SIKO, Sicherheitskonferenz, qui est la conférence pour la sécurité, qui existe depuis de nombreuses années déjà, qui est censée parler de sécurité, mais bon, tu nous raconteras de quoi ça parle. Et enfin, tout à la fin, nous baladerons encore localement chez nous, cette fois-ci à Prague, pour Com qui nous parlera des élections présidentielles qui ont eu lieu dernièrement en République tchèque. Christine, toi, tu étais à la manifestation, à la contre-manifestation, donc à Munich, là où tu habites. Et du coup, pourquoi aujourd'hui tu avais envie de nous parler de cet événement? Voilà, donc tu dis contre-manifestation, il faut préciser, ça s'est passé le samedi 18 février. Et c'est une tradition, j'y vais un petit peu chaque année sans réfléchir, j'exagère, mais il y a la conférence sur la sécurité de Munich, dont on parle dans tous les journaux, qui rassemble les grands chefs d'État, tous les importants du monde. Et il y a traditionnellement une conférence qui s'appelle une conférence sur la paix, conférence sur la sécurité officielle, conférence sur la paix en opposition, avec une manifestation le samedi. Et je vais donc régulièrement à cette manifestation pour la paix. J'ai toujours manifesté pour la paix. Dans mon enfance, on manifestait contre les armes nucléaires. Voilà, ça a continué. Donc, cette année, il s'est passé quelque chose qui m'a interpellée. Le 18 février, c'était très proche du triste anniversaire de l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et il y avait donc sur le parcours de la manif pour la paix, il y avait un rassemblement en soutien aux Ukrainiens. Et quand on est passé à côté, il y a vraiment eu un conflit avec quelques policiers bien sûr, ça n'est pas venu au coup, mais il y avait ce conflit. Et les soutiens aux Ukrainiens étaient très remontés contre nous et notre manifestation. Et ça m'a vraiment interpellée. Et donc, moi, je ne suis pas spécialiste des questions militaires, de géopolitique, même d'histoire, mais j'ai voulu approfondir un petit peu pour expliquer un peu quelle est cette situation. Et du coup, qu'est-ce que tu as trouvé la SIKO? Du coup, c'est quoi cette conférence sur la sécurité? Alors voilà, SIKO, c'est pour Sicherheitskonferenz, conférence sur la sécurité. Et c'est une conférence qui a commencé en 1963, la première rencontre. Son fondateur est un personnage vraiment intéressant.
Ewald Heinrich von Kleist, et en fait il a un nom nettement plus long. Il vient d'une famille de nobles de Poméranie, de forte tradition militaire. Son père était militaire, son grand-père, et il était militaire. Il était engagé dans la Wehrmacht comme son père sous Hitler, mais il s'est engagé contre les hitlériens. Il a participé, il était volontaire pour faire un attentat suicide contre Hitler, mais ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu un contretemps. Et au moment lors de la tentative d'assassinat du 20 juillet 1944, il faisait partie des conjurés. Il a procédé à l'arrestation de certains officiers tant qu'il croyait que l'attentat avait réussi. Et donc, il a eu évidemment des problèmes, il a été interrogé, il a été déporté à Ravensbrück, mais il a toujours tout nié, il a réussi à faire croire qu'il s'était trouvé là par hasard et que, bon, il n'était pas vraiment engagé Par contre, son père, lui, n'a pas eu cette chance, son père a été condamné à mort et exécuté. Voilà, donc on a vraiment quelqu'un qui a un brevet d'antinazisme, et j'ajoute qu'après la guerre, son action en tant que militaire de la Wehrmacht a été passée au peigne fin et qu'il a été lavé de tout soupçon d'avoir commis des crimes de guerre. Voilà, donc ça c'est la personne qui a fondé cette conférence. Dès après la guerre, il s'était en fait engagé pour essayer de réintégrer l'Allemagne dans l'armée à un niveau européen, de relancer l'armement en Allemagne. Vous savez que l'Allemagne était désarmée et ne devait pas avoir d'armée. La France s'y est opposée en 1954. Il a aussi cofondé une société pour la défense. C'était le nom au début de cette conférence pour la sécurité. Au départ, c'était conférence sur le savoir de la défense, on pourrait dire. Et cette société, elle, fondée en 1952, elle a été fondée avec un très fort appui de la CIA. On a les archives qui le montrent, et la CIA l'a financée à la hauteur de 200 000 et quelques marks. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est engagé contre le nazisme, mais pour le militaire, et très clairement dans un contexte de guerre froide, du côté occidental, du côté de l'OTAN. Et dès le début, cette conférence pour la sécurité a été très clairement associée à l'OTAN et au monde occidental. Et après, donc ça s'est déroulé chaque année. Après la chute de l'Union soviétique, la réunification de l'Allemagne, cette conférence sur la sécurité a essayé de s'ouvrir un peu, de s'actualiser à la société civile, on pourrait presque dire, aux associations. Ça n'a pas été un grand succès. En fait, on le verra. En 2005, la SICO a adopté comme devise la paix par le dialogue. Ça reste quand même essentiellement un vœu pieux, et il y a peu d'associations pour la paix qui s'engagent dans ces discussions par peur de servir de caution et de ne pas être réellement entendus. Donc, on a une entreprise de discussion en théorie louable, mais quand même assez problématique. Et du coup, actuellement, dans la situation actuelle, quelles sont les grosses critiques qui sont envoyées à cette conférence sur la sécurité? Déjà, par son départ même, cette conférence n'a pas de légitimité démocratique en soi. C'est une sorte de club, hein, comme Davos, et il y a le contre-sommet de Davos. C'est un peu la même chose, sauf qu'à la place de dirigeants, de chefs d'entreprise, on a des militaires. Mais c'est donc une espèce d'entre-soi de club. Et on trouve parmi les partenaires, on trouve quand même des organisations, des institutions qui sont
à mon avis, quand même problématique. On a le Conseil de l'Atlantique, la Fondation Bill Gates, l'industrie, la représentation de toute l'industrie allemande, le BMW, tout ça. On a des partenaires qui sont très un peu orientés quand même. Hein. Et si on regarde les principaux sponsors, c'est encore plus inquiétant. On trouve Google, Amazon, on trouve Bill Gates par son entreprise Breakthrough Energy, on trouve Goldman Sachs, Bayer. Ce qui me pose peut-être le plus de problèmes, c'est Palantir, cette entreprise de recueil et de traitement de données très liée à l'armée américaine, dont on apprend que pour la première fois, elle a réalisé des bénéfices importants grâce justement à cette guerre en Ukraine. Cette entreprise Palantir se retrouve parmi les sponsors principaux de cette rencontre. Et pour moi, c'est assez problématique. Et si on regarde parmi les autres sponsors, là, on trouve carrément l'industrie de l'armement aussi, comme Airbus, Lockheed Martin, Rheinmetall. Donc, on a quand même des intérêts qui peuvent peut-être promouvoir la sécurité. Par contre, pour ce qui est de la paix, la question se pose. Hein. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne est aussi un grand exportateur d'armes. Bon, il y a les USA, la Russie, la France, mais l'Allemagne aussi, l'Italie. Ça implique de très grosses sommes et donc des sommes en plus des questions géostratégiques, des questions de pouvoir. Donc la question se pose des intérêts qui sont défendus dans une telle rencontre. Hein. Et puis, je dirais en plus que cette belle devise, la paix par le dialogue, elle ne se confirme pas vraiment dans les faits. Bon, ça ne dépend pas forcément d'eux. Pour avoir un dialogue, il faut quand même un minimum de bonne volonté des côtés. Mais justement, en février, Pierre Aski rappelait dans sa chronique de géopolitique sur France Inter que dès 2007, Poutine avait en quelque sorte annoncé la guerre à venir en Ukraine. Poutine avait dit clairement quelles étaient les lignes rouges pour lui, les choses, mais il n'a pas été écouté, on ne l'a pas pris au sérieux. Bon, c'est difficile, mais en tout cas, ça montre que cette ambition de la paix par le dialogue, on en est encore assez loin dans cette Sicherheitskonferenz. Et du coup, c'est par rapport à toutes ces questions que c'est créé, donc c'est contre-sommets, disons, c'est en réaction à tout ce que tu racontes. Exactement. Donc, ça a démarré au début des années 2000. J'ai retrouvé dans leurs archives, à partir de 2005, les archives donc des rencontres qu'ils ont faites. Donc, un contre-sommet, exactement, comme tu dis. Et donc, dans un discours inaugural de professeur Dur, on entend, il disait par exemple, il dit « La paix par le dialogue est le nouveau sous-titre de la conférence sur la sécurité. Est-ce que ça signifie que nous assistons à un début de changement de mentalité ? J'ai un sentiment très partagé à ce sujet. Nous devons nous asseoir ensemble, échanger nos points de vue. » Alors là, il parlait à l'époque des différends sur l'Iran et l'Irak. Mais, il continue, il dit « Je ne sais pas si le mot dialogue est vraiment approprié à cet endroit, car il ne s'agit pas d'un dialogue lorsque des personnes qui pensent en fait de la même manière sont réunies. Ils ont la même orientation que leurs interlocuteurs. Est-ce que ce n'est pas plutôt une fois de plus que l'on a volé et diffamé un terme central du mouvement pour la paix et qu'on l'a utilisé pour induire en erreur et tromper ?» Voilà, donc lui, il craint vraiment la récupération de cette devise du mouvement pour la paix par le dialogue, et il est assez sceptique. Donc la conférence pour la paix s'est fixé plusieurs objectifs. C'est une coalition de plusieurs associations qui vont dans cette direction.
L'un des principaux objectifs qu'on trouve sur leur site est d'initier des processus de réflexion qui inspirent une culture de la paix. Donc sortir de cette culture militariste très forte dans la psycho. Et l'appréciation de la conférence sur la paix sur la Sicherheitskonferenz, c'est que cette conférence a été fondée à une époque où la politique de sécurité, dite de sécurité, se caractérisait par une position frontale claire contre les États socialistes. Oui, guerre froide, crise des missiles de Cuba. La dissuasion, la force militaire, l'armement contre l'adversaire étaient les concepts centraux de la politique de puissance militaire. Après la fin de la guerre froide, les pays industrialisés occidentaux, donc principalement les pays de l'OTAN, ont pour priorité l'accès aux ressources mondiales et la sécurisation des voies commerciales et des débouchés, y compris par des moyens militaires. La conférence de Munich sur la sécurité joue un rôle important dans la concertation. Sa conception de la sécurité est axée sur la domination et le maintien du pouvoir. La menace d'un réarmement pendant la guerre froide s'est transformée en intervention militaire effective dans des régions stratégiquement importantes, par exemple en Irak et en Afghanistan. Celles-ci ont été déclarées zones de crise à grand renfort de propagande, menaçant notre sécurité et justifiant ainsi des interventions militaires. Cette politique militaire n'est pas couverte par la Charte des Nations Unies, elle coûte la vie à d'innombrables personnes dans les zones de guerre, provoque l'appauvrissement et la radicalisation et engloutit des moyens énormes. Ces moyens manquent pour la gestion civile des conflits et des crises et pour des stratégies contre les catastrophes provoquées par l'homme. Et oui, le changement climatique. Ok, d'accord. Voilà donc ce qu'on peut lire sur le site de cette coalition. Et du coup, si on revient aujourd'hui à la manif où tu as participé, et puis il n'y a pas qu'une manif, donc, apparemment. Donc, quel était un peu l'état d'esprit général et l'ambiance? Alors, l'état d'esprit, il y avait beaucoup des habitués de la manif. Il y avait des jeunes aussi qui étaient principalement soucieux du climat, parce que tant qu'on donne des moyens à la guerre, eh bien on ne s'occupe pas, on néglige la question climatique. On l'a vu avec la crise de l'énergie, le gaz liquide liquéfié qu'on utilise, on recule au niveau de la lutte contre le climat. Donc là, je voulais simplement vous dire ce que j'ai pu lire sur les pancartes dans cette manifestation. Je ne sais pas si tu peux en montrer quelques-unes. Donc, c'est déjà à l'écran, un peu. Ah, super. La revendication principale, c'était donc demander un armistice général, des négociations maintenant. Bas les armes, désescalade maintenant. La devise de la manif, donc négocier au lieu de tirer au fusil, ça demande d'être prêt à faire des compromis de tous les côtés. Il y avait la demande de financer la protection contre le dérèglement climatique au lieu de l'armement. Aussi, l'idée que si on veut la paix, il faut être le premier à tendre la main. Et beaucoup d'inquiétudes devant le risque de guerre mondiale nucléaire. Donc, une affiche des négociations de paix maintenant au lieu de l'escalade vers une troisième guerre mondiale atomique. On ne peut pas vaincre militairement, ruiner ou acculer une puissance nucléaire. L'essayer, c'est aller à la guerre nucléaire. Donc, c'est cette inquiétude qui me paraît quand même très fondée. Alors, au rassemblement, quand on est passé devant le rassemblement en soutien à l'Ukraine, là, j'ai pu lire sur des pancartes, bon, déjà la demande armée l'Ukraine, de l'aide pour l'Ukraine. L'armée ukrainienne n'a pas besoin de paix, elle a besoin d'armes lourdes. Aussi, on ne négocie pas avec des terroristes et des assassins. La demande que l'Ukraine soit dans l'OTAN. Et aussi, cette critique pour nous, le pacifisme est un privilège, et une pancarte que je n'ai pas bien pu lire, mais où on pouvait
On était traité de Lumpenpazifisten, de pacifistes de pacotille, quoi. Voilà. J'imagine l'ambiance, hein. C'était un peu tendu à ce passage, mais je trouve que c'est important. Ça m'a interpellée parce que il faut voir que ce sont des familles, des femmes peut-être dont le mari est resté là-bas, se bat, des familles qui ont vécu des grands traumatismes en partie, qui ont des proches donc qui sont restés là-bas, et l'idée d'une défaite militaire devant des gens qui ont commis des crimes de guerre, de devoir faire des concessions, de devoir même simplement discuter avec ses ennemis, leur est insupportable. Et c'est vraiment quelque chose de compréhensible. C'est pas à balayer d'un revers de la main. Mais quand les manifestants pour la paix qui dénoncent l'escalade actuelle, qui dénoncent le risque d'une dérive incontrôlable et de tomber dans une guerre nucléaire ou dans l'accident nucléaire, on a quand même cette centrale au milieu du champ de bataille, ils ont aussi raison. Et quand ils dénoncent les sommes qui sont dépensées pour les budgets militaires, alors qu'on en aurait besoin pour lutter contre le dérèglement climatique, pour les budgets sociaux, toutes ces sommes-là, elles manquent. Et là aussi, ils ont raison. De plus, on sait qu'on ne peut pas continuer à fournir à l'Ukraine toutes les munitions dont elle a besoin. On va arriver à un moment où on va soit tomber dans la guerre totale nucléaire, la catastrophe, soit arriver au bout des armements qu'on peut livrer. Est-ce que toutes ces morts qui s'accumulent entre-temps, est-ce qu'on pourrait les éviter? Et ça, c'est la grande question. C'est une question qui divise complètement la société allemande, qui divise aussi la société française d'ailleurs. La question d'ailleurs de la participation ou non à l'OTAN, c'est une question qui divise la NUPES, qui ne peut pas être résolue comme ça. On a besoin d'un débat de société approfondi. Or là, on a donc les grands de ce monde, si je peux dire, qui se rencontrent dans cet hôtel de luxe à la Sicherheitskonferenz, à la SICO. Moi, j'ai la quasi-certitude qu'ils sont très très loin d'avoir fait tout leur possible pour éviter la guerre ou pour revenir à la paix une fois la guerre déclenchée. Et ça, ils en portent la responsabilité. Je me demande quel est le rôle des lobbies de l'armement dans les décisions qui sont prises ou qui ne sont pas prises à ce niveau-là. Et j'estime que ce sujet, c'est un sujet de société extrêmement grave, fondamental, et on ne peut pas simplement le laisser entre la main de spécialistes, d'intervenants finalement cooptés. Certains des intervenants dans cette SICO sont très loin d'être des modèles de démocratie, et c'est normal d'un certain côté, on veut discuter avec tout le monde, mais on a besoin d'un débat au niveau de la société, et c'est ce qui nous manque. Et c'est pour ça que je considère que c'est important, malgré tout, de continuer à manifester pour la paix, sans être dans un bisounours naïf, mais ce sont des choses dont la société doit discuter et sur lesquelles on doit arriver à une position qui ne mécontente pas trop ni un côté ni l'autre. On a vraiment besoin de retrouver de la raison dans cette crise dont j'ai peur qu'elle ne finisse pas et que ce ne soit pas la dernière. Donc on a intérêt à trouver une façon de s'en sortir par le haut. Ben, espérons que tu sois prémonitoire, Christine. J'espère. C'est un sujet vraiment épineux. Mais... Ouais, ça c'est le moins. Et puis très émotionnel, non? Pour beaucoup de monde, on sent beaucoup des. Bien sûr. On vient entre les vaccins, le Covid et la guerre maintenant et tout ça. Tout à fait, oui. On est tous à fleur de peau. Exactement, c'est vrai aussi. Eh oui. Bon. En tout cas, mille merci Christine pour tous ces éclaircissements aussi, pour y avoir été, avoir fait les photos.
Oui. Et du coup, on va recevoir Avril tout de suite, on va passer au point sur le 8 mars. Bonsoir Avril. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous Comment ça m'entendez va? bien? Très bien. Super. Ok, super. Eh ben, ça va On bien. t'entend bien. Écoute, je te propose de lancer une petite vidéo et puis on te laisse démarrer. Ça va? Il faut juste que je trouve cette vidéo parce que comme il y avait beaucoup d'images à gérer Ah oui. avant aussi. Donc, pour le 8 mars, il y a une vidéo ici qui va être lancée bientôt. Des femmes en République tchèque, comme Eliška Krasnohorská pour un exemple. Et j'ai eu le plaisir de participer à l'organisation d'un des événements du 8 mars, qui se passe à Prague, co-organisé par de multiples collectifs, et vous pouvez voir les visuels qui sont à l'écran juste maintenant. Ça va se passer sur la place de la Vieille Ville entre 16h30 et 18h. Il va y avoir un mix de discours de plusieurs associations et ONG féministes ou progressistes de manière générale, ainsi que des performances artistiques. Du coup, j'ai vraiment hâte si le temps nous le permet, parce que j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Mais enfin, on sera quand même là. Et on va aussi essayer de vous partager le lien Facebook, du coup, pour ceux qui sont sur Prague. Ensuite, il se passe aussi pas mal de choses sur Berlin. Je vais vous faire part de ce qui se passe à Berlin. Il va y avoir une manifestation le matin avec les partenaires de la NUPES, grande manifestation du 8 mars. Et à savoir, à Berlin, le 8 mars, c'est un jour férié. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Et ce n'est pas le cas de partout en Allemagne. Le 8 mars après-midi, l'Association Français du Monde, ADFE, organise des ateliers participatifs franco-allemands. Et ce sera sur le thème de la place des femmes et le sexisme ordinaire dans plusieurs aspects de la vie, comme dans les sciences et l'éducation, dans la culture, en politique, dans le monde du travail ou encore face à l'exil. Le côté participatif de ces ateliers consiste à recueillir des questions sur ces thèmes-là en amont et d'essayer d'y répondre collectivement pendant l'atelier, de mettre en avant des bonnes pratiques, de se donner des conseils pour pouvoir ressortir de cet événement grandi et avec des outils concrets. À la fin des échanges, il y aura une mise en commun et un verre de l'amitié. Ensuite, un peu plus tard, le 12 mars, il va y avoir une fresque du sexisme organisée par la NUPES localement. Le concept est basé sur la fresque du climat dont on a parlé il y a quelques semaines. Donc, c'est un atelier d'intelligence collective aussi qui se base sur les données scientifiques dont nous disposons sur les questions de sexisme. Et l'idée, c'est d'accompagner les participants et participantes dans la compréhension des mécaniques sexistes, d'en comprendre ses causes et ses conséquences, et d'identifier des moyens de le combattre. Du coup, voilà, il y a pas mal de choses qui se passent. J'espère que vous pouvez lire plus ou moins sur les brochures, mais je suis sûre qu'il y a des événements Facebook que vous pouvez trouver en ligne. Et j'espère que vous y serez nombreux et nombreuses. Et maintenant, je voudrais faire une petite chronique culture musicale, toujours dans le thème du 8 mars. Je vais vous parler d'un groupe tchèque qui a été choisi pour l'Eurovision 2023. Et c'est un groupe qui s'appelle Vesna, qui est né en 2016 avec l'idée de combiner le girl power et le folklore slave.
Les membres du groupe sont de différentes nationalités. Il y a une tchèque, bulgare, russe, ukrainienne et slovaque, si je ne me trompe pas. Et elle présente une chanson qui s'appelle My Sister's Crown, qui fait référence à l'Ukraine, My Sister, et parle du pouvoir des femmes à se lever contre un agresseur anonyme, mais qui est clairement reconnaissable entre les lignes, qui est la Russie de Poutine. Il y a des paroles anti-guerre et des symboles qui font référence au respect de la souveraineté de l'Ukraine, avec l'idée de la couronne, par exemple. Et la chanson met en avant une forme de sororité slave qui va au-delà des nations, ce qui pourrait être interprété comme de la propagande russe qui parle de l'Ukraine et de la Bulgarie comme des sœurs et qu'il n'y a qu'une seule identité, qui est l'identité russe, que l'Ukraine n'existe pas. Mais pour le coup, c'est pas du tout le cas avec cette chanson. Vesna a été très vocale là-dessus et a expliqué que la sœur à laquelle elles font référence, c'est bien l'Ukraine et que c'est une chanson en soutien à l'Ukraine et à sa souveraineté. Du coup, si vous avez envie d'écouter un petit extrait, il me semble qu'on a ça sous les mains. Et je vous mettrai Et voilà, ce sera tout pour moi. J'espère que vous aurez apprécié ce petit point sur le 8 mars. Bah, super, Avril, merci beaucoup. C'est toujours une découverte, hein, toutes ces chroniques et puis ces voyages par les pays de l'Europe centrale. De notre circo, ouais. Donc, pour nos amis de Berlin et de Prague en particulier, vous savez quoi faire dans les prochains jours? Parfait, il y a une grosse activité en ce moment. Tant la France, mais pas seulement la France, est assez bouillonnante. Yes, venez nombreux. Merci, bonne soirée, Avril. Je crois que tu je vais devoir es assez pressé, non, aujourd'hui aussi. Ouais. Merci beaucoup. À la Alors, prochaine. bonne soirée et merci beaucoup pour ton passage. Hein. Ciao, ciao. Ciao. Maxime. Alors, est-ce que ça marche? Ah, bah, ça a l'air mieux déjà. Ah. Ça a l'air... Ah, bah, tu vois, on va pouvoir la faire, je crois, la chronique. Bon. Ouais. Allez, pour se détendre, on relance notre jingle, même si on l'a déjà vu. Ça te dit de reprendre ton petit papier? Allez, vas-y. Mais je sais pas si on le verra aussi bien. Comment? Je sais pas si on le verra aussi bien, là. Ah, attends, c'est parti. Voilà. Donc, on était sur le thème d'actualité, non, en cette veille de 7 mars, donc de journée contre les retraites, avant la journée sur le droit des femmes. Et on allait parler plutôt de la retraite des Français de l'étranger, après avoir parlé longuement avec toi il y a quelques mois déjà de la réforme prévue. Donc, on va peut-être mettre après, pendant que tu parles, je vais peut-être mettre le lien dans le chat et de ta chronique précédente. Mais maintenant, du coup, on parle des Français de l'étranger. Alors, est-ce que tu peux nous faire d'abord, pour commencer, hein, comme j'avais demandé avant, un panorama général en ce qui nous concerne? Donc, je recommence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, la question de la retraite des Français d'étranger, ou donc des Français qui vont faire une partie de leur carrière à l'étranger, c'est forcément quelque chose de complexe, puisque le calcul de la retraite totale, il va dépendre de l'accord qu'il y a avec le pays d'accueil. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France, elle possède une quarantaine d'accords bilatéraux, et on peut en différencier 3 types. Alors, il y a le type 1, où on va faire un choix entre le calcul et le versement séparé des retraites dites nationales. Donc, on calcule de chaque pays, donc c'est calculé dans chaque pays. Ou là, ce qu'on appelle la totalisation, proratisation. Donc, totalisation, c'est parce que l'organisme compétent calcule la retraite comme si la carrière avait été effectuée dans un seul pays. Et la proratisation, c'est le montant de la retraite est versé par chaque État en proportion de la période de travail effectuée dans le pays. Et donc, dans la circonscription, on a notamment la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie qui sont concernés par ça. Le type 2, donc là, les retraites sont calculées de manière séparée avec prise en compte des périodes à l'étranger.
Donc, il n'y a pas d'État dans la circonscription qui est concerné ici. Et type 3, dans le type 3, en fait, on va retenir automatiquement le plus intéressant entre le calcul de la retraite séparée et le calcul par totalisation pour ratisation. Là non plus, je crois qu'on n'a pas de pays dans la circonscription. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre les pays de l'Union européenne, de l'espace économique européen et la Suisse, on est aussi donc, sur le principe, en fait, on va prendre le meilleur entre la pension, la pension entre les retraites nationales séparées et la retraite, on va dire, communautaire, donc qui fonctionne sur le principe donc que j'ai déjà expliqué, de la totalisation, proratisation. On va en fait établir un montant de retraite théorique, comme si la personne avait travaillé toute sa carrière en France, et après on va proratiser entre les pays. Pour avoir plus d'informations donc, à ce sujet, je vous invite, pour que vous puissiez aussi faire des simulations en fonction de votre situation, je vous invite à aller sur le site du CLEISS, cleiss.fr. Voilà. Et du coup, déjà avant même que cette réforme, si jamais elle se met en place, ce qui n'est pas gagné du tout, il y a déjà quand même de nombreux problèmes, non, pour les Français de l'étranger? Oui, en fait, il y en a un gros. Alors, déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, comme pour toutes les retraites, il y a 3 paramètres qui rentrent en compte, donc auxquels il faut s'intéresser. C'est le taux de liquidation, euh, le nombre d'années cotisées par rapport au nombre d'années exigées et le calcul de ce qu'on appelle le SAM ou du RAM. Donc, c'est le salaire annuel moyen ou le revenu annuel moyen sur les 25 meilleures années. Le truc, c'est que pour le calcul de la retraite dite nationale, donc pour les Français de l'étranger, en fait, on va déterminer donc le SAM ou le RAM sur les 25 meilleures années en France. Et donc, ce qui veut dire que ça va être sur toutes les années en France pour les carrières de 25 ans ou moins. Donc, en fait, il n'y a pas de proratisation. Ce qui fait, en fait, donc, c'est qu'ici, il y a une discrimination qui est assez évidente, puisque les moins bonnes années, en fait, ne vont pas neutraliser dans le calcul. Par exemple, tous les jobs étudiants, les premiers contrats vont, vont être comptés. Alors que ce sont généralement des années qui, en fait, quand on a fait toute sa carrière en France, ça peut augmenter la retraite, puisque ça offre des trimestres, sans être pris en compte à la fin dans le calcul. Mais ici, ce n'est pas le cas, et donc elle tente plutôt à faire baisser la retraite. Et donc ici, c'est une vraie rupture d'égalité avec les autres Français. Il y a par exemple quelques temps, on s'était félicité d'avoir changé ça pour la retraite des agriculteurs, donc qui avant étaient calculés sur toute la carrière, et on a fait passer donc, le calcul sur les 25 meilleures années. Donc on s'était fait féliciter que tous les Français soient maintenant au même niveau. Et non, ce n'est pas le cas, puisqu'il y a encore pour certains Français donc, qui auront fait moins de 25 ans en France, ils auront toutes leurs années en France qui vont être comptabilisées. L'autre problème, ça va aussi être au niveau du calcul de nombre de trimestres nécessaires pour partir à taux plein, puisque ça va dépendre en fait de la validation des trimestres à l'étranger par la CNAV. Or, le problème, c'est que donc, avec les pays de l'Union européenne, c'est bon, par exemple, mais sinon, ça va dépendre du fait de savoir s'il y a un accord bilatéral ou pas. Donc, s'il n'y a pas d'accord bilatéral, les trimestres ne seront pas validés. Donc, dans la circonscription, il y a notamment avec l'Albanie, je crois, qui n'est pas d'accord. Et donc, voilà, ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, un Français qui va manquer au moins 20 trimestres, soit il va devoir attendre 67 ans pour partir avec une retraite complète, soit subir une décote de 25%. Et ce qu'il faut savoir, oui, attention, chose aussi importante, c'est qu'il n'y a qu'un seul accord qui peut être pris en compte. C'est-à-dire que si on a fait une partie de sa carrière en Allemagne et une autre au Canada, il y a seulement soit le règlement européen, soit l'accord avec le Canada qui va s'appliquer, pas les deux. Voilà, donc ici, il y aura aussi une perte de trimestre. Il y a un autre problème qui est la question en fait, de la perte de droit par le non-recours, en fait, parce que, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, il y a
il y a certains problèmes qui remontent en France, qu'il y a des problèmes dans le calcul de la retraite, ne serait-ce que pour les personnes qui ont fait toute leur carrière en France. Donc, on voit bien que là, en fait, quand il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués, les risques d'erreur, de problèmes de communication sont encore plus importants. Et ce qu'il faut, et aussi, dernier problème, et donc là, c'est vraiment une observation personnelle, c'est par rapport au manque d'information. Probablement qu'il y a des situations qui sont très diverses, mais moi, ce que j'ai pu remarquer en tant qu'indépendant, en Allemagne notamment, c'est que les Français qui viennent s'installer en Allemagne pour être indépendants sont extrêmement mal renseignés. Euh, je, 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 je- Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, en Allemagne, tous les indépendants ne sont pas censés cotiser à la retraite. Moi, en tant que traducteur, je suis obligé. Ma femme, qui est prof de français, donc moi, non, en tant que traducteur, je ne suis pas obligé, mais je le fais quand même. Et ma femme, qui est prof de français, est obligée. C'est comme ça. Voilà, c'est la règle allemande. Et on connaît énormément de profs de français. C'est pas qu'ils veulent frauder, mais en fait, ils ne sont pas vraiment au courant, complètement au courant de comment ça fonctionne. Et par exemple, il y en a beaucoup qui tout simplement ne cotisent pas. Et c'est ce qui et là, c'est avant tout eux qui pénalisent, puisque du coup, il leur manquera à la fin de tous les trimestres faits en Allemagne. Et puis, bah oui, et aussi quand ils se font attraper, ça fait très mal. Euh, Ah oui, j'imagine. Ouais. oui, oui, j'ai Et des exemples qui sont à plus de 10 000 euros. oula, oula là. Hein. Donc Ouais, plutôt éviter. Il vaut évite. mieux les reverser à nous. Les, et du coup, qu'est-ce qu'elle changerait, cette réforme, si elle était appliquée pour nous? Bah, en fait, la réforme, forcément, hein, il y a forcément cette question du report de l'âge légal, hein, qui fait que ça va aussi compter pour nous, donc comme pour les autres Françaises et Français. Mais surtout, le problème de cette réforme, c'est que finalement, elle ne prend aucunement en compte tous les problèmes qu'on a pointés là. Voilà, on est encore une fois les grands oubliés, quoi. Et c'est encore une occasion manquée. Euh, la question de l'âge de départ à la retraite, enfin de l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, ça va surtout avoir en fait pour conséquence enfin, en fait, ça va poser un problème dans les pays où l'âge de départ est plus bas, comme au Canada ou au Maroc, par exemple, puisque là, ça crée clairement une inégalité avec les autres travailleurs du pays, puisque bah, les travailleurs français devront, eux, attendre d'avoir 64 ans pour toucher la partie de leur retraite française et donc avoir une retraite complète. Euh, je tiens, euh, je tiens à souligner là que moi, par rapport à tous les débats là, sur la réforme des retraites, donc on a vu qu'on avait largement gagné la bataille de l'opinion, mais dans les médias, j'entends une petite musique là depuis quelques temps où à chaque fois ils essayent de dire qu'est-ce que les Français pensent, qu'est-ce que les étrangers pensent de nous en France, qu'est-ce que les étrangers pensent de la France, et à chaque fois forcément ils nous voient comme des gens bizarres, qui ont pas envie de travailler, etc. Et souvent, on nous dit qu'en Allemagne, là, oui, que ça pose plus aucun problème à personne d'avoir la retraite à 60 ans. Bon, c'est faux. Je n'irai pas jusqu'à dire que les Allemands ne parlent que de ça, mais quand on leur parle, ils voient quand même bien qu'il y a un problème avec la retraite à 60 ans. Il faut quand même souligner qu'on est dans un pays où l'Allemagne, donc, le taux de pauvreté des plus de 65 ans, il est de presque 20%, ce qui est quand même 2 fois supérieur à la France. Et je veux dire, je pense qu'on a tous peut-être cette image en tête de oui, ces petits vieux qui travaillent encore quoi, dans les supermarchés. Je l'avais surtout vu en Allemagne, à l'est de l'Allemagne, où j'ai vraiment été impressionné par ça, par l'âge des personnes enfin, qui approvisionnaient les rayons, souvent. Euh, voilà, et je pense qu'ici, en disant non, si en France on réussit à dire non à cette réforme, euh, qu'au contraire on sera pas vu comme des gens bizarres, qu'au contraire on va représenter un modèle
et qu'on va rappeler aux Allemands à quel point le système est absurde. Enfin, je dis aux Allemands parce que moi je suis en Allemagne et que je le vois, mais je pense que ce sera au monde entier et qu'on a une vraie responsabilité pour inverser les choses ici. Effectivement, on voit comment ils utilisent l'étranger, enfin les pays étrangers, pour faire pression sur nous, justement, la mauvaise situation des autres pays, pour faire pression sur nous comme argument pour dire, vous les Français, enfin nous les Français, puis c'est notre gouvernement qui utilise cet argument. Mais comme tu dis exactement, le même argument peut être utilisé à l'inverse. Si nous, on arrive à la retraite à 60 ans, les autres pays peuvent dire, si les Français ils y arrivent, pourquoi pas nous? Donc ça va dans les deux sens. Et donc c'est tout l'intérêt de cette lutte aussi, qui finalement ne nous concerne pas que nous, puisque la retraite, c'est quand même un thème qui dans de nombreux pays, est quand même un thème central dans les discussions en général, dans les discussions de société. Ouais. Et pour continuer un peu sur les Français de l'étranger, du coup, qu'est-ce qu'il y aurait comme proposition qui pourrait nous améliorer la vie à nous? Donc forcément, hein, comme on l'a évoqué, ce serait déjà de calculer en fait sur la base d'un prorata les meilleures années proportionnellement à la durée du parcours professionnel français, soit 60%, puisque donc 25 années, donc puisque c'est le chiffre des meilleures années qui est compris dans la loi, ça représente 60% des 42 annuités demandées. Donc par exemple, admettons qu'on a une personne qui ait travaillé 21 ans en France aujourd'hui, plutôt que ce soit ces 21 années qui soient prises en compte pour calculer son revenu annuel moyen, on prendrait donc 60% de 21, ça ferait 12 années et demie les meilleures dans un cas comme ça. Ce qui changerait forcément beaucoup de choses, puisque ça ferait sortir toutes les mauvaises années, les premières années, comme on l'a dit, les jobs étudiants, etc. quoi. Et aussi, forcément, hein, il faut aussi maintenant trouver une solution équitable pour faire en sorte que l'âge de départ à taux plein ou que la décote, quand il y a une personne qui a travaillé à l'étranger, mais dont les trimestres ne sont pas validés parce qu'il n'y a pas d'accord bilatéral, voilà, faut forcément trouver quelque chose qui soit équitable pour que ces personnes ne soient pas complètement pénalisées. Autre problème aussi qui a souvent été remonté, c'est qu'en fait, en France, le délai entre le moment où la personne prend sa retraite et le moment où elle reçoit le paiement de sa première retraite est extrêmement long. C'est-à-dire qu'il y a des pays où c'est automatique, c'est après le premier mois. Et en France, des fois, ça peut prendre des délais extrêmement longs. Donc là aussi, il y a forcément quelque chose à faire. Et dernier point, c'est aussi forcément une meilleure information, et notamment pour les indépendants. Je me rappelle, ça avait été un des points du programme d'ASMA pendant les législatives, de mettre en place en fait un vrai service d'information pour les personnes qui veulent s'installer en tant qu'indépendants ou simplement créer leur entreprise en Allemagne. En Allemagne, moi je suis désolé, je suis très centré sur l'Allemagne, forcément, mais voilà. Mais non, mais l'idée, ce serait de le faire pour tous les Français du monde qui veulent s'expatrier et puis qui veulent ou qui souvent sont obligés de s'installer en tant qu'indépendants, hein, pour, euh, pour exercer leur activité, quoi. Ouais, très souvent, c'est pas choisi, effectivement. Je peux témoigner. Et du coup, nous, depuis l'étranger, puisqu'on ne peut pas aller manifester à Paris ou nulle part, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Rien. Super. On reste sur le sofa. Voilà, on va travailler. Non, alors déjà, je tiens à remercier, à pointer, à souligner le travail des sénateurs et sénatrices du PES, notamment, alors je vais peut-être en oublier, mais c'est principalement grâce à eux que j'ai pu faire cette chronique et trouver des informations. Donc
Mélanie Vogel, qui est sénatrice EELV, et le sénateur Jean-Yves Lecomte du Parti socialiste, et aussi la sénatrice Hélène Conway-Mouret, qu'on avait reçue du Parti socialiste aussi. Sinon, les moyens il y a des moyens de manifester ici, puisqu'il y a des manifestations qui ont été autorisées. Alors, je ne les ai pas toutes en tête, mais je sais qu'il y en a. On voit à l'écran, on en voit une là. Donc, devant l'ambassade de France à Berlin. Il y a aussi, il me semble, devant le consulat général à Munich. Et tu me disais qu'il y en avait une à Vienne. Voilà, ça c'est à Vienne qu'on voit à l'écran. Ouais. Donc, demain, entre 5h et 18h à la Schwarzenbergplatz. Voilà, demain mardi également. Voilà. Et exactement. Sinon, je pense qu'encore à mon avis, le mieux qu'on puisse faire, mais là ça dépend vraiment des revenus de chacun, c'est donner à une caisse de grève. Il y en a plusieurs, mais on peut peut-être mettre le lien. Il y en a une qui a été créée par la France Insoumise, notamment. J'ai pas le lien sous la dent, hein. Mais effectivement, il y a plusieurs caisses de grève, effectivement. Ouais. Il me semble que je te l'ai mis en bas d'un fichier Word que je t'ai envoyé. Attends, est-ce que je peux le mettre, moi? Ah, il y en a une ici, oui, effectivement. Mais comme dit, il y en a beaucoup. Voilà. C'était même une discussion qui voulait quelqu'un qui demandait à laquelle donner parce qu'il y en a tellement, on ne sait pas trop. Voilà, là, il y en a une dans le chat, ouais. Effectivement. Et voilà, donc on a quand même nos petites activités à faire depuis l'étranger. Et puis toujours la fameuse bataille culturelle, non, à dire que c'est possible, parce qu'il y a beaucoup de monde résigné aussi par rapport à cette histoire et qui dit on n'a pas le choix, non. Et au moins en France, heureusement, il y en a beaucoup qui disent pourquoi les Français descendent dans la rue alors qu'ils ont qu'à 62 ans. C'est peut-être justement parce qu'on descend dans la rue qu'on est à 62 ans. Justement, c'est peut-être l'inverse. Et je vois une question dans le chat. On demande du coup si on vit dans un pays où la retraite est à 60 ans, on ne peut pas percevoir sa retraite avant les 62 ou pire 64 ans. Non, en fait, du coup, on peut toucher la partie de sa retraite du pays dans lequel la retraite est à 60 ans, mais pour débloquer sa retraite française, il faut attendre ses 62 ans. Donc, ça veut dire qu'on touche qu'une partie de sa retraite. Ou alors, il faut continuer à travailler jusqu'à 62 ans et partir à la retraite à 62 ans, même si dans le pays d'accueil, l'âge légal est à 60 ans. Ok, d'accord. Écoute, merci beaucoup Maxime, parce que c'est assez compliqué effectivement pour nous. Il y a eu plusieurs webinaires même depuis de la NUPES qui ont été organisés pour nous. Et voilà, pour essayer de voir un peu plus clair là-dedans. Eh ben super, on arrive à la dernière partie de notre programme, qui est cette fois-ci en fait une contribution de Com qui n'a pas pu être là présent aujourd'hui, mais on retourne à Prague et on en profite pour présenter Com et le remercier. C'est un nouvel intégrant, disons, de notre équipe qui principalement s'occupe de la technique, ce qui est un grand appui. Mais pas seulement de la technique, puisqu'il nous a fait cette présentation. Et on profite aussi pour saluer et pour remercier Louis Bazel aussi, qui est un autre nouveau dans notre équipe de bénévoles militants qui plus se concentre sur la communication. Donc, en général, quand vous voyez un post, ça vient de lui, mais pas que forcément. Donc, Allô la NUPES s'agrandit aussi, comme la NUPES. Et donc, on va lancer, puisqu'il y a eu des élections présidentielles en République tchèque qui ont vu la victoire du candidat, disons, de centre-droit libéral contre le candidat de droite populiste. Bon, c'est une situation très alléchante, n'est-ce pas? Et donc, celui qui s'appelle, j'avais même préparé un petit jingle. Donc, je vais le passer avant de lancer la vidéo qu'il faut aussi que je partage. Aujourd'hui, on avait beaucoup d'images, non? On avait beaucoup de
vidéo et d'images. Et voilà, donc Pavel, c'était le candidat qui a gagné et Babic, c'était le candidat qui a perdu. Donc, c'est parti. Jingle. On va faire ça. Comme ça, attention. Dobry den. C'est Kobe du groupe d'action de la NUP à Prague et on voulait vous faire un petit point sur les élections tchèques qui se sont récemment, les élections présidentielles tchèques qui se sont récemment terminées. Alors premièrement, on voulait vous parler un peu de comment se passent les élections en République tchèque, puis vous présenter les prérogatives d'un président, puis les deux candidats qui avaient atteint le second tour et finalement les résultats. Donc, premièrement, comment est-ce que ça se passe concrètement, les élections en République tchèque pour le président ou la présidente? Alors, c'est relativement similaire à la France, ça se passe en 2 tours et c'est depuis relativement récemment un suffrage direct. C'est une élection dont le mandat est de 5 ans. Alors, qu'est-ce que c'est les fonctions présidentielles du ou de la présidente tchèque? Alors, en République tchèque, le régime est beaucoup plus parlementaire qu'en France, mais néanmoins, le ou la présidente n'ont pas que des fonctions protocolaires ou cérémonielles. Notamment, il y a un droit très important qui est le droit de veto du président. Donc ce droit de veto permet de bloquer une loi, mais il peut être aussi outrepassé par un vote du Parlement. Donc c'est pas un veto complet. Le ou la présidente peut aussi dissoudre la Chambre des députés, va désigner aussi le ou la première ministre, un certain nombre de juges constitutionnels et des membres de la Banque nationale tchèque. C'est important de noter que le pouvoir exécutif reste quand même très largement dans les mains du ou de la première ministre et de son gouvernement. Alors, le contexte politique actuel en République tchèque est surtout marqué par la guerre en Ukraine et la forte inflation, principalement due, comme partout en Europe, à une forte augmentation des coûts de l'énergie, des denrées alimentaires, etc. Mais il y a une très grande question du débat politique autour de la figure de Andrej Babiš, que je vais maintenant vous présenter, puisque c'était l'un des deux candidats à la présidence tchèque qui a atteint le second tour. Donc Andrej Babiš a 68 ans, il fait partie du parti ANO, ça veut dire oui en tchèque, qui est d'habitude mis au centre droit libéral, mais c'est surtout un parti extrêmement populiste. Alors, il a été anciennement Premier ministre de 2017 à 2021, et c'est aussi l'ancien PDG d'une très grande entreprise d'agroalimentaire tchèque appelée Agrofert. C'est le 5e tchèque le plus riche. Mais surtout, c'est une personnalité extrêmement clivante, notamment due à de très nombreuses accusations et de procès à son encontre. Donc, par exemple, il a été accusé d'évasion fiscale, de conflit d'intérêts, il a été cité dans les Pandora Papers, il a été accusé de détournement de fonds européens, d'intimidation. Pour la petite histoire, son fils l'a accusé de l'avoir kidnappé pour l'empêcher de témoigner à son propre dans une affaire pour un procès. Et notamment, un peu plus anciennement, il a été accusé de collaboration avec la police secrète du régime communiste. Donc tout ça, ce sont des accusations ou des crimes présumés parce que, grosso modo, il s'en sort toujours indemne. Alors, il a utilisé aussi des méthodes assez antidémocratiques lors de l'élection, ou en tout cas supposément.
notamment en envoyant des fake news par SMS ou par lettre à la population pour jouer sur leur peur. Il a aussi accusé Pavel, donc son principal opposant, d'être un espion russe. Et tout ça l'a pas empêché d'avoir été reçu à l'Élysée par Macron pendant l'entre-deux tours. Voilà, donc un très bel homme, ce monsieur Babiš. Donc maintenant, son principal opposant, donc le deuxième candidat qui atteint le second tour, c'est Pavel, Petr Pavel, 61 ans, donc officiellement sans étiquette, mais qui a été soutenu par la coalition Spolu du Premier ministre Petr Fiala. Spolu, ça veut dire ensemble, donc c'est quelque chose c'est un parti de centre droit libéral, démocrate, chrétien. Et donc Petr Pavel, c'est un ancien général qui a commencé sa carrière sous le régime communiste, puis qui est passé dans l'armée tchèque, et enfin qui est allé à l'OTAN, et notamment il a présidé le comité militaire de l'OTAN. Pour la petite anecdote, il a reçu une Légion d'honneur française pour une intervention en Yougoslavie. Donc il incarne beaucoup plus l'ordre, le calme, le respect de la loi, à l'antithèse de Babiš et de sa ribambelle d'affaires de corruption notamment. Donc le résultat, c'est que Pavel a été élu à 58,3% des voix, ce qui est près de 3,4 millions de voix. Il prendra officiellement son poste le 9 mars, et à noter, la participation était record pour une élection présidentielle en Tchéquie de 70,25%, notamment dû à cette grande polarisation autour de la figure de Babiš. Donc quel est le programme et les promesses de Petr Pavel? Eh bien, il promet un soutien militaire quasiment illimité à l'Ukraine, et il a été notamment élu là-dessus. Il s'intéresse beaucoup à la géopolitique, étant donné qu'il a appelé la présidence taïwanaise juste après son élection. Il y a apparemment il veut apparemment renforcer les liens avec la Slovaquie, puisque la présidente slovaque était présente à son meeting de victoire. Et donc, il est pro-OTAN, il est pro-Union européenne, et il est anti-populiste, anti-Babiš. Voilà. Au niveau de ses idées, ce qui est important de noter, c'est qu'il est pro-mariage pour tous, il est pro-adoption pour couples homosexuels, il est pro-euthanasie. Et ça, ce sont des sujets très importants sur lesquels il s'est exprimé, parce que c'est typiquement le type de position qu'un président ou un président pourrait créer un blocage avec son droit de veto. Et donc, c'est très important que le président s'exprime sur des réformes sociétales. Donc, conclusion, Pavel, c'est loin du président idéal, en tout cas pour nous, sympathisants de la NUP, mais il y a quand même un gros soulagement de la part d'une grande partie de la population, notamment à Prague et dans la majorité des agglomérations urbaines, parce qu'en fait, on évite d'avoir Andrej Babiš, ce grand populiste corrompu, en tant que président. Donc maintenant, il faudra voir si Petr Pavel effectivement respecte ses promesses sur les sujets sociétaux et il faudra aussi voir son influence géopolitique au sein de l'OTAN ou de l'Union européenne. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et à bientôt. Ciao, ciao! Ciao, ciao, com. À la prochaine. Maxime aussi nous a déserté, Christine. Ah là là, il reste que les deux fidèles. Oui, non, c'est vrai qu'il faut voir ce que donnera ce président, mais bon, les populistes milliardaires à tendance autoritaire, c'est pas forcément ce qu'on peut souhaiter de mieux. Donc là, ils ont au moins échappé à ça. Voilà, c'est le moins pire, on va dire, mais bon, c'est dans beaucoup de pays de l'Est, non? C'est souvent l'option qu'il y a, non? La Pologne, la Hongrie. Oui, on a vu aux États-Unis, au Brésil. Voilà. Bon, mais en tout cas, j'ai été intéressée par cette idée du rapprochement avec la Slovaquie, parce que quand même, la Tchécoslovaquie, ça a été longtemps un pays.
Il y a des liens entre les deux et c'est vrai que c'est important de les renforcer et de les soigner, je pense. Ah ben c'est clair, hein, il est temps, surtout en ces moments-là, plutôt pas créer des divisions, plutôt créer des unions. Juste avant, je partage ce que toi, je crois même que tu avais écrit. Voilà ce petit lien qui est plus facile à recopier. Donc, caisse-solidarité.fr, qui est une caisse de grève. C'est toi qui l'avais trouvée, non? Oui, c'est une caisse de grève qui fonctionne en collaboration avec tous les syndicats, avec des règles transparentes et qui rend des comptes et qui m'a l'air très participative et qui permet aussi de rembourser éventuellement des grévistes non syndiqués. C'est un problème quand on cotise à une caisse de grève d'un syndicat. Évidemment, le syndicat va en priorité rembourser ses membres, c'est logique. Mais comme il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas syndiqués et qui peuvent être amenés à faire grève, cette caisse permet de les aider aussi. Et ça, je trouve que c'est appréciable. Et ben voilà, on est arrivé à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Donc, merci Christine d'être là à la fin. Merci Mathias. Toi, Mathias. On est là. On est là, exactement. On va avoir déjà une grosse partie dédiée en tout cas, c'est ce qu'on a prévu. Donc, ça devrait être dans 2 semaines, le 20 mars. Et on voudrait dédier une bonne partie aux élections partielles qui ont lieu dans 3 des 11 circonscriptions des Français de l'étranger. Donc, la 2e qui est l'Amérique latine, la 8e qui est celle de l'Afrique du Nord, non, du Maghreb, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est la 9e et que la 8e est la Méditerranée. La 8e, c'est celle avec la Grèce, l'Italie, Israël. Voilà, c'est ça, Chypre, la Turquie. Aussi. Voilà. Ouais. Oui. Donc, on aimerait beaucoup parler de ces élections puisqu'ils sont en pleine campagne dont le premier tour aura lieu début avril, je crois bien. Exactement. Et c'est bon, on va essayer d'en parler. Sinon, on a d'autres choses intéressantes au programme. Donc, de toute façon, ça sera à nouveau une émission à suivre. Super. Allez, bonne soirée tout le monde. À la prochaine. Bonne soirée. Bonne manif demain. Bonne manif, ouais.